dire, on est en confidence. Hein. En confidence ? Ouais, personne verra. On dit entre nous. On a un mec qui est venu un jour avec un énorme revolver à la ceinture. On rappelle quand même qu'on est en plein centre de Paris. On n'est pas au Texas. C'est ce que j'allais dire. Accessoirement me balader à Paris sans me faire couper le bras. Rétrograde, le podcast qui présente les acteurs du monde horloger d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Un podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, mais aussi en vidéo sur YouTube sur la chaîne Rétrograde Podcast. Au cours de cet épisode, nous retraçons le parcours de notre invité, ses anecdotes, ses histoires connues et méconnues, mais aussi ses coups de gueule, dans le but de vous inspirer. Aujourd'hui, nous sommes gentiment reçus par Étienne Malek, fondateur de Baltic. Salut Étienne. Salut, merci à vous d'être ici, ça fait plaisir. Merci de nous recevoir. Bonjour Étienne. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Étienne ? Je m'appelle Étienne Malek, je suis le fondateur des montres Baltic Watches et j'ai 34 ans et je vis à Paris. Ok, quel arrondissement ? 10e. Et d'ailleurs on se retrouve aujourd'hui dans ton showroom. Dans le 10e. Dans le 10e. Quel hasard. Qui est au même endroit depuis que tu as créé la boîte. Non, alors pas tout à fait. Au final, c'est le 3e showroom. J'en parlais justement tout à l'heure. J'avais une marque de lunettes avant qui s'appelait Résine. En fait, on avait des bureaux qui servaient de showroom aussi dans le 11e rue Saint-Maur. Et ça a servi en fait en premier pour montrer aussi les proto-baltiques, les premiers. Il y en a un ici. Et donc on a démarré là. Ensuite, on est allé dans le 9e et on s'est retrouvé ici il y a 3 ans. Parce qu'on voulait vraiment un endroit, qu'on puisse mettre à notre image et un lieu dédié à ça, donc c'est pour ça qu'on est venu ici il y a 3 ans, on a tout refait ici et on y est très très bien depuis 3 ans. Ouais. J'avoue que la déco est plutôt pas mal. Ça donne des idées pour la maison perso. On voit des petites influences auto, mais je pense qu'on... Eh oui, toujours. Mais ça m'étonne pas que ça te plaise du coup, parce que ça te plaise, puisque du coup il y a des parts. On a la même voiture, moi je l'ai en miniature, celle à la rose là, donc tu vois... On partage des trucs. On partage pas mal de choses, clairement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton enfance et de tes passions, donc horlogerie, voiture, et un peu nous dire d'où toutes ces passions te sont venues. Les lunettes aussi, il y a eu le passage. Alors il y a eu des petites... Il y a eu des histoires entre-temps. Non, alors du coup, j'ai grandi en Normandie, dans une ville qui s'appelle Vernon, qui est pas très très loin d'ici. En fait, ma venue à l'horlogerie est arrivée tôt dans mon enfance, puisque du coup, mon père était collectionneur de montres. Alors, il était photographe, donc il aimait bien les appareils photo, nécessairement. Il collectionnait les voitures anciennes et il collectionnait les montres. Et en fait, malheureusement, dans mon histoire de famille, j'ai perdu mon père jeune, parce que j'avais 5 ans, donc c'est malheureusement quelqu'un que j'ai assez peu connu. Et du coup, si tu veux, ces passions-là, ma mère a fait l'effort de les garder un petit peu dans le foyer familial, sauf les voitures qui prenaient de la place, nécessairement. Donc on s'est séparé des voitures et on a gardé le reste. Donc il y avait beaucoup d'appareils photo qui traînaient à la maison et des montres. Et si tu veux, à l'âge de 16 ans, là, enfin 15-16 ans, dans une époque de ta vie où tu cherches à construire un petit peu ton identité, j'ai voulu un petit peu comprendre qui était mon père, pourquoi il avait cette histoire aux montres. Toute la passion de l'horlogerie est née de là, parce que tu vois, dans la valise que j'ouvre quand j'ai 15 ans, alors la première montre que je porte, c'est une Leap, un chrono Leap fait par Breitling à l'époque du coup, qui était vraiment le premier truc qui m'a le premier objet qui m'a attrapé comme ça en sortant de cette valise. Ah oui, donc c'était une montre qui était dans la valise. Ouais, tout à fait. D'accord. Et tu l'as sortie donc à 15 ans. T'as ouvert cette valise à quel moment ? Je pense que je devais avoir 15 ans, mais tu vois, cette valise-là, je l'ouvrais de temps en temps pour voir un petit peu ce qui se passait dedans. Il y avait toujours, tu sais, les odeurs des vieux objets hyper caractéristiques, la même odeur que dans les bouquins, la même odeur que tu retrouves en fait souvent dans les vieux... Oui, dans les affaires qui traînent au fin fond d'un placard et que tu sors une dans fois les de temps en temps. granges, tu vois, t'as toujours ce truc-là et tout ça m'a toujours attiré et tu vois, c'est pareil, à l'époque, j'y connaissais forcément rien et je sors une autre montre, il y a marqué Spin Master dessus. Tu vois, c'est aussi le début d'Internet un petit peu, de l'ouverture d'Internet, donc les forums, l'accès à l'information, etc. Et si tu veux, quand tu mets Spin Master et que tu remets ça sur Google, tu te rends compte que la montre est allée aller sur la Lune. Et là, tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'est fou. Enfin, qu'est-ce que
Du coup, c'est quoi les autres? Je vais regarder Navitimer, mais c'est quoi une Navitimer? Navitimer, c'est une montre de pilote. Je voulais être pilote quand j'étais gamin. Malheureusement, avec mes lunettes, je peux pas. C'est ce que j'allais dire. On a tous ce genre de problème. On a tous eu ce genre de problème pour les porteurs de lunettes. Et en fait, je me suis renseigné sur toutes les montres qui étaient dans cette collection pour voir quel était leur intérêt, quelle était leur histoire. Je suis vraiment fait attraper comme ça, quoi. À l'époque, c'était quand même un milieu qui est complètement différent de ce qui peut être aujourd'hui. C'était beaucoup plus confidentiel. Ça se faisait... Enfin, tu vois, t'allais sur les brocantes le dimanche matin, tu rencontrais des gens, tu notais les petits numéros dans ton calepin. Il y avait beaucoup de troc à l'époque, et c'est pour ça que dans ce carnet-là, on voit un petit peu ce qu'il a pu échanger, ce qu'il a pu... Justement, tu nous as apporté un magnifique livre aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est en fait un petit peu les archives de sa collection, puisque du coup, dans ce bouquin-là, on a vraiment les montres qu'il a eues à une époque, qu'il a revendues ou échangées contre d'autres. Et c'était un petit peu, si tu veux, ces archives où il prenait une dernière photo de la montre avant de la filer à quelqu'un, de l'échanger. Et à côté de ça, du coup, il y avait dans les 2 valises, il y avait une centaine de montres à peu près. Après, il y avait 50% qui étaient des montres de brocante, donc des montres avec, entre guillemets, un intérêt moindre, tu vois, pour le collectionneur, notamment le collectionneur d'aujourd'hui, tu vois. Mais par contre, sur le reste, il y avait des trucs sympas, tu vois. Il y avait El Primero, Navitimer, des Spin Master. Et du coup, quelles études après? Donc là, tu avais 15-16 ans quand tu as commencé un peu à apprécier le monde de l'horlogerie grâce aux vestiges de ton père. Et donc après, ça t'a amené à poursuivre tes études. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors en parallèle, bien évidemment, je m'intéressais, tu vois, à ce à quoi il s'intéressait aussi. Donc les bagnoles, j'ai toujours voulu être designer automobile. C'est un truc qui m'a toujours, tu vois, ça m'a toujours parlé, et j'ai toujours été intéressé par les objets, tu vois, leur fonction, leur design, toutes les histoires à côté aussi des objets, parce que, et spécifiquement dans les montres, et j'ai trouvé ça génial pour ça, c'est que c'est pas forcément juste un objet, c'est un objet qui est vecteur d'une histoire, qui est vecteur de plein de choses, et c'est tous ces à côté-là qui m'ont toujours passionné, mais je suis jamais allé au bout de cette démarche-là. Donc j'ai fait des études très 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 classiques. Non, j'ai été au lycée. Ensuite, au lycée, alors j'ai toujours été passionné de plein de trucs. Donc je faisais beaucoup de photos en parallèle des montres, ce qui une autre passion de ton père. Une autre passion de mon père, exactement. Alors, dans ma recherche de construction, si tu veux, ça a toujours été un petit peu lié à ça. Et donc j'ai commencé les études, tu vois, en faisant un truc très généraliste. J'ai fait un IUT Tech Deco, ça s'appelle. Le classique. Le classique, exactement, mais qui a été déterminant et en fait hyper déterminant aujourd'hui, puisque du coup, là-bas, j'ai rencontré mes 2 associés. Alors même si le premier de mes associés en Baltique aujourd'hui, on s'est rencontrés au lycée, puisqu'on est potes de lycée à la base. Et le deuxième, on s'est rencontrés à la fac, à l'IUT. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, c'était hyper intéressant. J'étais ni bon ni mauvais, ni cancre, ni, tu vois... Bienvenue au club. Voilà. Middle, bien conseillé. C'est vachement bien d'être middle. Exactement. Suffisamment bon pour passer l'étape d'après, mais... 12 sur 20, 11 sur 20, tu vois. C'est le bon ratio, je trouve. C'est déjà plus que pas ce que j'avais. Pas pour faire, mais le strict minimum. Voilà, donc j'ai toujours été un petit peu comme ça. Ensuite, en gros, on s'est pris d'une autre envie, c'est de voyager. Je suis parti en Pologne pour faire un stage pendant 3 mois, donc à Cracovie. Ça devait être sympa. Il y a eu une génération, parce que du coup, je viens d'une famille polonaise, d'où le nom Baltique, en fait, une famille du nord de la Pologne, près de la mer Baltique. Et justement, pour faire le lien entre la marque, l'horlogerie et ce que je voulais en faire, et l'histoire de mon père. Et donc, je vais en Pologne par hasard. En revanche, c'était pas un souhait spécifique. C'est une opportunité de stage. C'est une opportunité de stage, tout simplement. Bonne cursus de tout bêtement. Études. Ce stage-là, je me suis dit, ok, très bien, il faut continuer, tu vois, d'avancer dans ce sens-là. Donc, du coup, je suis parti en Erasmus après ça pendant 1 an en Turquie, à Istanbul. Là, j'étais avec mon 2e associé. On était coloc à ce moment-là. Alors, on était dans une coloc de 25 personnes, donc il y avait du monde. C'est un internat, c'est plus une coloc. C'est un internat, quasiment. Il y avait 700 mètres carrés d'appartements. 700 mètres carrés. Ouais. Dans le genre d'expérience où tu apprends, en fait, vraiment. Bah, t'apprends plein de choses. Et justement, enfin, tu vois, pour retourner au sujet, mais par rapport aux études, t'apprends pas grand-chose. En revanche, sur toi et dans tes expériences de vie, je trouve que ça te apprend beaucoup de choses. La flexibilité, le fait de te démerder un petit peu. Et vraiment, tu vois, ça a été un gros
game changer un peu dans le parcours d'étudiant parce que, pareil, à la fin d'Erasmus, je me suis dit, mais en fait, je veux pas rentrer en France faire une école de commerce, j'ai pas envie. Je veux pas me retrouver dans ce moule de l'école de commerce parce que j'ai pas envie de m'endetter, de faire comme tous mes potes. En fait, j'ai envie de continuer ce truc-là, quoi. Ouais, tu voulais à la recherche de nouveautés, d'expériences. Ouais. C'est un peu addictif, hein, tu sais, je trouve que quand t'es à l'étranger et quand tu découvres ce truc-là, tu te prends vraiment une claque un peu et t'as envie de continuer ça. Et du coup, on a fait un master, un master en commerce international à Prague après Erasmus pendant 2 ans avec mes 2 associés du coup. Enfin, tu vois, on a eu tellement de galères, on a eu tellement de moments merveilleux. Enfin, franchement c'est ouf. Et tu vois, quand on en parle avec mes 2 associés aujourd'hui, c'est clairement, enfin tu vois, ça nous a un peu vraiment soudés à fond, nous et notre groupe de potes, parce que du coup, il y a d'autres potes qui nous ont suivis un petit peu dans ces petits voyages. Et clairement, voilà, tu vois, c'est ce qui fait aussi que tu t'entends bien avec tes associés, que tu as vraiment une relation ultra soudée, parce qu'on a eu des galères ensemble, on a vu des trucs trop cool, et tout ça participe, tu vois, au fait d'être bien ensemble, quoi. Ouais, et puis j'imagine, enfin, pour comprendre un peu ce que tu dis, c'est aussi, je trouve, quelque chose qui te soude vraiment avec tes potes et qui fait que tes potes deviennent tes frères et sœurs. Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'en fait, aussi bien dans les galères que dans les moments cool, en fait, ils sont là et tu sais que tu peux compter sur eux. Et quand t'es loin de ta famille à l'étranger, c'est vrai que ça te change un peu ton prisme. Tu les connais par cœur, quoi. C'est dans les galères où tu découvres les personnes. Vraiment les personnes. Tu sais que si t'arrive un truc, t'as ton pote qui est là et vous allez être 2 pour gérer le truc, tu vas pas être tout seul dans tout le temps dossier, quoi. C'est ça. Et du coup, avec ces 2 personnes-là, tu vois, c'est à l'issue des études, c'est avec Paul et Clément qu'on a monté notre première boîte, qui est une boîte de lunettes, rien à voir avec les montres pour le coup. Quoique au final, les 2 sont souvent assez liés. Pourquoi les lunettes ? Alors, en fait, c'était un peu une coïncidence quasiment, tu vois. On avait le père d'un pote qui était ébéniste qui nous a montré qu'il faisait des lunettes en bois et on a pété un câble. On s'est dit, c'est trop cool. Et en fait, si tu veux, on n'avait pas... tu vois, il n'y avait pas cette histoire de passion, cette histoire de je suis vraiment connecté avec le produit. C'était vraiment, tu sais, l'impulsivité d'un étudiant qui fait ah ouais, ça génial, j'adore, je veux faire. L'envie entrepreneuriale, quoi. Voilà. Et oui, et en même temps, dans ton brief, je lisais qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune ou ne pas faire à la limite. Et tu vois, je me souviens raconter à mes potes quand j'étais à la fac et dire, tiens, moi, tu vois, monter une boîte, devoir prendre des décisions à longueur de journée, jamais, ça me saoulerait, tu vois. Du coup, est-ce qu'on peut dire que t'as loupé ta vie ? Oui. Non, mais tu vois, règle numéro 1, ne jamais dire jamais. Terminé, jamais dire jamais, exactement. Non, mais en fait, au final, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus subtil que j'ai envie de monter une boîte. C'est les projets que tu fais en perso, c'est tes passions, c'est... tout ça, en fait, c'est de l'entrepreneuriat déguisé, quoi. L'organisation d'un EVG. Ouais. Non, mais oui, non, mais vraiment, c'est vrai. C'est cool, mais c'est tout ça. Ce qui est ouf, c'est que tu as quand même monté 2 boîtes sur 2 secteurs d'activité qui est hyper complexe. Enfin, complexe dans le sens où c'est hyper concurrentiel. Ouais, c'est-à-dire c'est concurrentiel, que sortir une marque de lunettes dans une industrie où tu as tellement de grosses marques qui écrasent le marché. On n'y connaissait absolument rien. Enfin, je veux dire, là, en termes de plus novice... En entrant dans le milieu, c'est pas possible en fait. Mais surtout que Paul et Clément, ils portent pas de lunettes en plus, je crois. Non. Ouais, voilà, t'es le seul à porter des lunettes des 3. Exactement. Et tu les as embarqués. Je les ai toujours aujourd'hui. Mais non, mais tu vois, on a fait ça parce que en fait, on a eu un coup de cœur un peu sur un truc. Ouais, YOLO quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Moi, je faisais beaucoup de photos donc à l'époque, et du coup, je me suis dit, tu vois, ça va être l'occasion de faire des voyages, faire des lookbooks, etc. Et en fait, ça a été un peu le début et les tests, tu vois, entrepreneuriales qu'on a fait ensemble. Au final, on était loin de s'imaginer que la boîte aurait duré 8 ans, qu'on aurait été 10. Tu vois, c'était vraiment, on a une boutique dans le Marais. Enfin, tu vois, ça a débouché sur un truc plutôt sérieux, quoi. Et justement, raconte-nous comment tu as fait pour sortir une marque de montres de scooter. Et aujourd'hui, elle se retrouve en 7 ans, je sens. Ouais, c'est ça. On voit que tu as fait une montre pour OnlyWatch. Ouais. Moi, je vois sur des gros collectionneurs sur Instagram qui parlent de Baltic. Tu sponsorises le Tour Auto. Comment t'as fait ? Maintenant, vous avez un petit peu le background de pourquoi les montres. Donc, cette envie, elle m'a jamais quitté en fait pendant mes études, même si, bien évidemment, tu penses à autre chose. Donc, j'étais pas concrètement dans le truc.
Et avant de partir faire mes études, je faisais beaucoup de réunions horlogères, tu vois, avec des passionnés. J'avais noué des liens avec pas mal de monde là-dedans. J'organisais des rendez-vous de collectionneurs aussi. Voilà, le petit entrepreneuriat, tu vois. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois d'ailleurs. Exactement. Et tu vois, au final, ça, c'est hyper important. Ça a permis, tu vois, de plus tard déboucher sur d'autres choses, mais je le savais pas. Donc au final, on monte cette première boîte, et puis au bout de 3 ans, il y a un certain sens de la lassitude du produit, notamment du milieu aussi, qui est un milieu complexe, les lunettes. Et moi, les montres revenaient vraiment, tu vois, je me disais, il va falloir faire quelque chose, et j'ai toujours rêvé de travailler là-dedans. Je me suis toujours persuadé que c'était impossible, que c'était un milieu fermé, que c'était un milieu compliqué. Hyper concurrentiel. La porte d'entrée, elle est dure à passer, quoi. La porte d'entrée, elle est dure à passer, ouais. Parce que déjà, quand tu veux acheter ta première montre, la porte d'entrée pour un magasin est dure à passer. Donc, quand tu veux lancer ta marque de montre, je pense que c'est encore un autre niveau c'est clair. difficulté. Mais encore une fois, tu le fais pas à pas sans vraiment te rendre compte que tu es en train de le faire. Et bien évidemment, là, l'expérience d'avoir lancé une première marque, il y a un rideau de difficultés. Tu as l'impression que c'est impossible qui s'effondre. Ouais, bon. Puis tu as appris beaucoup. Tu as appris aussi. Tu n'as pas fait les mêmes erreurs, sûrement, et plein de trucs. Les lunettes, on l'a fait un peu par opportunité, comme ça. On s'est dit, allez, go, on y va, on va se marrer. Là, il y avait vraiment l'envie d'en faire quelque chose. En tout cas pour moi, parce que du coup, Paul et Clément savaient très bien que j'étais passionné d'horlogerie depuis très longtemps, que c'était une histoire perso et que ça comptait vraiment beaucoup pour moi. Mais le jour où je leur ai dit, venez, on lance ça, j'ai une idée, est-ce que vous êtes prêts à me suivre ou pas? Ils m'ont dit, mais mec, vas-y, en fait, on se pose pas la question, go. Tu parlais d'erreurs. Est-ce que vous avez fait des grosses erreurs quand vous avez commencé, quand vous avez construit la marque, et est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous en raconter peut-être quelques erreurs que tu as pu faire? Ouais, alors sur Résine, je dirais qu'on a fait plein d'erreurs qu'on aurait, enfin tu vois. Donc sur les lunettes. A priori, ouais, sur les lunettes, on a fait plein d'erreurs qu'on aurait fait du coup différemment quelques années plus tard. On a un petit peu corrigé le tir, si je puis dire. Non, on a en fait plein de trucs, bien évidemment des erreurs, on en faisait tout le temps, tous les jours. Enfin, tu vois, c'est vraiment le lot de la première boîte, normal. Mais au final, tu fais des choix stratégiques au lancement d'une boîte que tu peux plus vraiment trop corriger parce que tu as l'inertie du développement, etc., etc. Et en fait, des fois, tu te rends compte que c'est trop tard. Donc, tu vois, on voulait... Il faut faire attention aussi à l'effet girouette. Il ne faut pas toujours changer de cap toutes les 2 secondes. Bien évidemment. C'est sûr que tu plantes le truc. Et puis même si tu pars un peu en mauvaise direction, il faut quand même que tu y ailles. Alors, tu redresses un peu la barre plus ou moins, mais... tu peux pas te perdre. Tout à fait. Non, dans les erreurs qu'on a fait, tu vois, c'est qu'on a commencé à faire du B2B pour les lunettes. Et en fait, on s'est embarqué dans un truc où finalement, on a dû avoir une force commerciale. Clément, il prenait la bagnole pour aller voir tous les opticiens tous les jours, tout le temps. Il faisait 60 000 km par an. Enfin, tu vois. Et ça, en fait, on s'est dit, plus jamais le porte-à-porte, plus jamais Jean-Claude Convenant. Voilà, exactement. Non, mais d'ailleurs, il lui ressemble un peu. En fait, t'es obligé d'y passer et en même temps, t'es obligé de comprendre que t'es obligé de le faire, tu vois, pour comprendre que t'as pas envie de le faire au final. Tu parlais du coup, on parle de ta passion pour l'horlogerie depuis le début, mais du coup, tes 2 associés, est-ce qu'ils sont aussi passionnés que toi pour l'horlogerie, ou est-ce que c'est un attrait qu'ils ont, mais qui est pas au même niveau que le tien? Ouais. Initialement, non. Quand j'étais avec Clément au lycée, il me parlait pas de montre, et quand j'étais avec Paul à l'UT, ça lui semblait bien loin, quoi, qu'il s'est un petit peu intéressé aussi. C'était quoi leur passion à eux? Ils n'ont pas eu de passion spécifique, tu vois, les deux étaient un peu moins, justement, un peu moins cette personnalité passionnée que j'ai pu avoir jeune au final. Mais en fait, par la force des choses, les deux s'y sont clairement mis, et les deux aujourd'hui sont clairement passionnés aussi, tu vois, donc, et on se passionne pour les mêmes choses. Parce qu'il y a l'horloge, mais il y a les bagnoles à côté, donc on se passionne pour les mêmes choses, on a les mêmes attraits, l'architecture, tu vois, les objets. Finalement, on est vraiment arrivé au même endroit maintenant, mais effectivement par des chemins un petit peu différents, quoi. Est-ce que tu as un mentor dans ton parcours? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde de l'horlogerie que tu admires et tu te calques un peu sur lui ou son parcours, en tout cas sur ce qu'il a pu faire dans le monde de l'horlogerie pour orienter Baltic? Alors, on a eu la particularité, au final, de lancer ça un peu tout seul dans notre coin, ce qui est un peu bizarre ou pas d'ailleurs, mais non, j'ai pas vraiment eu de mentor. J'ai plein de gens qui m'ont aidé. J'ai eu des soutiens, quasiment des mentors, tu vois, mais pas un mentor de l'industrie, un mec qui te dit ok, moi je l'ai fait. T'inquiète, fais comme ça va très bien se passer. J'ai une personne qui m'a quand même bien soutenu, qui est un collectionneur qui s'appelle Douglas. Je lui passe le bonjour au passage. Salut Douglas. Mais tu vois, c'est un mec qui est passionné d'horlogerie aussi.
C'est un mec qui m'a toujours soutenu là-dedans. Et tu vois, des fois, il te faut pas grand-chose, tu vois, les petites impulsions vas-y, fais-le, en fait, qu'est-ce que t'attends, tu vois. Est-ce que t'as été bien accueilli dans l'industrie ? Bah écoute, on s'est lancé sur Kickstarter, donc si tu veux, on est un peu arrivé discrètement, on a un peu outsider valise discrètement aussi. Et franchement, globalement, je trouve que tout le monde a été super bienveillant avec nous depuis le début. Et justement, tu vois, peut-être que c'était une question de timing, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se lancent, c'est beaucoup plus compliqué. À mon avis, tu vois, la qualité de réception d'une marque est, entre guillemets, plus compliquée aujourd'hui qu'il y a 7 ans. Ça, c'est certain. Non, et puis, ce qui est cool en plus avec les produits avec lesquels vous êtes arrivés, c'est que vous êtes arrivés à un positionnement qualité-prix qui était hyper intéressant et qui commençait un peu à disparaître. Tu vois, quand tu vois les marques horlogères, on en parlait encore ce midi au déjeuner, où toutes les grandes marques horlogères ont plutôt tendance à vraiment augmenter leur prix parce qu'ils veulent tous premiumiser. Ouais. Toi, tu es arrivé sur un secteur avec les gars et sur une gamme de prix où en fait, il n'y avait plus grand monde. Et en fait, vous avez pris un gap qui s'était créé pile à ce moment-là et vous êtes vraiment arrivé au bon moment là-dessus, quoi. Je pense que le marché n'existait pas vraiment à l'époque. C'est un marché qui a été extrêmement niche, grosso modo. Donc, montre entre 400 et 1000, 1500 euros, grosso modo. Ouais, c'est ça. Mécanique. C'est entre 500 et 1500 euros, c'est ça. À peu près le créneau. Parce qu'au final, il n'y avait pas d'intermédiaire. On n'était pas vendu en boutique, on n'était pas vendu dans les circuits de distribution classiques. Et au final, pour avoir bossé dans les grandes enseignes, dans mon stage d'IUT à l'époque, chez Lepage notamment, tu comprends très vite qu'en fait, à moins de 1000 balles, en mécanique, il n'y a rien. Ça n'existait pas, en fait. Avant 2015, grosso modo, avant cette époque-là, ça n'existait pas. Tu n'avais que des quartz. Après, tu avais quand même à l'époque des marques qui étaient indépendantes, qui essayaient de tirer leur épingle du jeu, mais en fait, elles n'avaient pas de visibilité parce qu'Internet n'était pas développé dans leur lot. Donc, alors aujourd'hui, la donne a changé. Nous, quand on a monté le Kickstarter et monté la marque, le placement prix par rapport à la prestation du produit et par rapport à l'environnement, le néo-vintage notamment, parce qu'aujourd'hui ça peut paraître complètement normal et ce serait risible de penser que c'était une innovation aujourd'hui. Et à l'époque, c'était différent. Au final, il y a très très peu de marques qui faisaient ce petit clin d'œil au vintage, des petites montres. Montrer élégante. Montrer élégante un petit peu. Et en fait, c'était pas du tout la norme. L'horlogerie a très très vite changé. Et maintenant, effectivement, tout le monde s'est mis à faire du direct parce que Internet, post-Covid notamment, a débarqué dans l'horlo comme un raz-de-marée, alors qu'en fait, les horlogers, c'était les derniers à vouloir vendre sur Internet. Ouais, c'est devenu un nouveau canal. Ouais, complètement. Et il y a des marques qui disaient, nous, Internet, jamais. Ne jamais dire jamais. Jamais. Et t'imagines dire jamais quand un truc si énorme, c'est impensable. Nous qui sommes de la génération Internet, moi ça m'a toujours paru fou, même en école de commerce, quand nos profs ils nous disaient ça. Moi, ça me paraissait fou. La possibilité de vente que tu as, elle est décuplée quand tu es sur Internet, quoi. Ouais, c'est clair. Les mecs sont fous. Tu vois, tu as tous les nouveaux modèles de commercialisation qui, voilà, c'était évident que ça allait atterrir un jour. Mais voilà, il leur a fallu du temps. Et du coup, nous, on s'est mis un peu à ce moment-là dans ce truc-là. Parce qu'on avait envie de faire quelque chose, on voulait faire que du direct et donc on était finalement un peu nouveau et nouveau dans le concept et même nouveau dans le au final on était dans un timing où on était peu, tu vois, à faire la même chose, mais voilà, on a été vraiment bien reçus et je pense qu'on a eu au final les gens nous ont plutôt aidés, quoi. Du coup, Baltic, c'est français? Ouais. C'est des montres qui sont fabriquées où? C'est fabriqué en Asie pour les composants. Pareil, tu vois, pas de bullshit. Politique, zéro bullshit. Transparence. Ouais, transparence. En fait, quand tu achètes des montres à ce prix-là, plein de marques essaient d'utiliser des langages plus ou moins tortueux pour t'expliquer qu'en fait, Far East, c'est... bon, voilà. Non, voilà, les composants sont faits en Asie. En Asie, il y a malgré, et puis c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, il y a un savoir-faire, bien sûr, clairement. Savoir-faire qui était ici un jour et qui a disparu là-bas parce qu'il y a eu mondialisation, il y a eu envie politique, il y a eu plein de choses. Et au final, il y a un vrai savoir-faire. Asie, on le met on l'affiche sur le site et on dit clairement où c'est fait. Maintenant, on assemble en France aussi pour qu'il y ait une valeur ajoutée, bien évidemment. Et c'est dessiné, bien évidemment, en France. C'est toi qui dessines Alors, c'est moi qui dessine. Alors, j'ai fait ça pendant 3 ans à 100%. Et depuis 4 ans, j'ai un designer avec qui je bosse, Yash, petit coucou au passage, avec qui on bosse ensemble pour faire le design, ouais. Mais tu dessinais avant? Ouais, alors en fait, je me suis toujours un petit peu démerdé là-dessus parce que du coup, la photo m'a aidé finalement
à gérer les outils, tu vois, de création, Photoshop, Illustrator. Mais encore une fois, je suis pas designer de formation, tu vois, j'ai pas de formation spécifique. Quand on me dit que je suis designer, vraiment, non, j'ai peine à y croire, quoi, tu vois. Mon métier, c'est de faire un peu chef d'orchestre et d'essayer que tout marche ensemble. Mais bon an, mal an, je me démerde un peu, tu vois, pour pouvoir créer des choses, quoi. Tu t'es pas trop mal démerdé. Ouais. Qui c'est qui achète des Baltiques? C'est qui tes clients? Et bah écoute, du coup je les vois pas tous. Non, en fait, tu vois, on a ouvert le showroom. Le showroom a toujours existé dans l'histoire de Baltic. On a lancé la marque en avril 2017 et via le crowdfunding, du coup, tu expliquais tout à l'heure. Via Kickstarter. Et entre janvier et avril 2017, j'ai fait 250 rendez-vous clients de gens qui voulaient voir les montres avant le Kickstarter. J'étais très très surpris du nombre de rendez-vous à cette époque-là, parce que c'était quand même un peu... T'as bu quelques cafés hein. J'ai bu quelques cafés, ouais. J'ai répété les mêmes choses quelques fois aussi. Tu devais bien connaître le discours. Je connaissais bien le produit. Non, en fait, on voulait juste montrer qu'on n'était pas une marque, tu vois, avec tu vois, une 3D, voilà, ça ressemblera à ça. Acheter les Baltiques et puis on les produit. C'est vrai que le crowdfunding, il y a quand même énormément. Alors, il y a eu un boom du crowdfunding aussi à un moment. Bien sûr. Et on a vu beaucoup de sociétés qui sont nées grâce au crowdfunding. Bien sûr. Mais et qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui sont top. Puis d'autres en fait qui étaient étoiles filantes en fait qui ont fait un truc grâce au crowdfunding. Après tu vois, et même des gens qui n'ont jamais reçu d'ailleurs leurs produits. Enfin, il y a eu aussi un moment un abus. De toute façon, il y a toujours un abus un peu des plateformes. Mais c'est ouf que là ça a aussi bien marché pour vous et que vous soyez encore là et que c'est grâce aux clients, hein, clairement, tu vois, qui nous ont fait confiance dès le début. Et du coup, non, les clients, on les a vus dans les showrooms et physiquement. Donc c'est là où je suis capable de te dire et de te donner un petit peu, bien évidemment, les profils. Mais les profils, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, ils sont ultra divers. En tout cas, tu vois, dans leur rapport à l'horlogerie, globalement, c'est des gens entre 25 et 45 ans, tu vois, grosso modo, qui s'intéressent à l'horloge pour la plupart. Après, tu as des primo-accédants aussi, tu vois, qui découvrent l'horloge, qui veulent un produit cool, sans trop se prendre la tête, sans non plus y mettre trop d'argent. Mais tu vois, dans les profils horlogers, tu as vraiment des mecs qui ont des collections de malades où tu te dis, mais waouh, au début, j'avais du mal à croire que des mecs qui pouvaient avoir 15 Patek venaient chez nous en regardant les montres en se disant, ça, j'adore, je veux porter ça tout le temps, tous les jours. Je dis là, mais waouh. Mais ça, je l'ai vu, ça. J'ai vu effectivement des gros collectionneurs, ce que je disais tout à l'heure, qui ont des collections de temps en temps à plusieurs millions d'euros et qui ont commencé à supporter Baltic, qui ont commencé à dire c'est trop cool, j'en ai une, à acheter Baltic, à porter Baltic. C'est super alors reconnaissant. qu'effectivement, c'est-à-dire qu'ils portaient une montre à 1500 euros alors qu'ils avaient 1 million, 1 500 000 euros. Non, mais ça, tu vois, c'est le vraiment la marque du collectionneur pur, c'est-à-dire que la valeur n'a pas d'importance. Alors bien évidemment, c'est un objet un peu statutaire, donc tu vois, tu as des gens qui ont un attachement par rapport au fait que ce soit un objet comme ça, d'autres non, et d'autres finissent par s'en détacher un peu. Et je pense qu'effectivement, en fait, tu as des gens qui ont des collections de malades et qui outrepassent complètement le statut, quoi. Ils sont fous, le statut, en fait, ils veulent voilà, juste un truc qui les fasse kiffer. Et peu importe le sujet, peu importe le prix, peu importe la provenance, peu importe tout ça, si ça me parle, j'adhère. Tu vois, et puis go, quoi. Mais ouais, ça fait 20 ans que je suis un peu de près quand même ce qui se passe et ça a pris un essor fou. Post-Covid, ça a pris un essor malade. C'est vraiment, c'est quasi trop, tu vois, au final. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que tu vois tous les différents profils, toutes les motivations, pourquoi les gens viennent à ça. Tu vois aussi des gens qui ont fait le tour de la boucle et qui se disent, bah tu vois, moi j'ai collectionné Rolex, Patek, j'ai eu des Daytona, j'ai eu tout ça. Et en fait, je veux juste acheter une montre sans me prendre la tête, sans devoir y penser, accessoirement me balader à Paris sans me faire couper le bras. Ça reste un cas particulier, mais... Ouais, mais ça reste très vrai. Mais c'est présent. Ça reste c'est présent. Moi, j'en discute souvent avec des C'est une condition d'achat pour beaucoup de gens aujourd'hui. C'est une motivation pour pas mal d'entre eux. Ouais. Pas mal de collectionneurs, en tout cas. C'est une réelle motivation. Et en fait, si tu veux, quand tu as un petit peu complété le cycle, bah, tu reviens ou des trucs... Aux sources, quoi. Tu vois, comme à l'époque de ton père qui en fait Exactement. Qui a acheté une montre parce qu'en fait il kiffait le design à la brocante, il allait même pas en Baltic, il achetait ça à la brocante. et en fait justement tu vois tout l'aspect spéculatif, la non-accessibilité, il y a rien à moins de 10 000 balles d'intéressant. J'ai le bullshit un peu des marques de luxe qui disent tu peux pas avoir ci, tu peux pas avoir ça, il faut que tu achètes ci pour avoir ça. Exactement. Et ça en fait je pense que ça a lessivé
beaucoup de gens. Et franchement, je trouve naturellement, je veux dire, si tu joues à ce jeu-là d'essayer de lessiver ta communauté, peut-être que pendant un bon moment, les grandes marques vont pouvoir fonctionner dessus. En revanche, je trouve que c'est pas un investissement long terme, quoi. Je regarde discuter depuis tout à l'heure et je vois que tu portes 2 montres au poignet. Enfin, une sur chaque poignet. T'es sur 2 fuseaux horaires? Comment ça se fait? Pourquoi? Non, là, un seul. Pourquoi tu portes toujours 2 montres? Pourquoi je porte toujours 2 montres? Alors, je fais ça depuis très très longtemps. J'en portais 2 quand j'étais chez moi et que, tu vois, les gens me voyaient pas, donc n'allaient pas me prendre pour un fou. Quand j'allais à la fac, j'avais qu'une montre, bien évidemment. Au lycée aussi. Non, et en fait, depuis que j'ai créé Baltic, je porte des protos tous les jours. L'évidence pour moi, c'est de porter ça le plus longtemps possible, dans les conditions les plus différentes possibles, pour voir la lumière changer, pour voir, tu vois, les défauts potentiellement. Avoir un avis objectif par rapport à la montre. Un reflet, un truc, tous les petits trucs qui peuvent gêner, tu vois, que tu vois au bout de 3 mois, tu vois, quand tu t'achètes une montre, tu vois le truc, et puis tu te dis, tiens, ça, en fait, c'est chelou. Tu sais, ça finit par m'agacer un peu. Donc là, t'as un proto au poignet? Et là, j'ai un proto de quantième perpétuel. Du coup, il y en a 3 dans le monde. On en a fait une pour OnlyWatch, et on en a 4, en fait. Et on en a une chacun ici. Et donc ça, c'est les protos de développement qu'on a fait pour OnlyWatch. Et l'autre, c'est un proto aussi, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un quantième perpétuel? Parce que là, tu nous disais que donc, la montre que tu as sur ton poignet gauche, que tu as faite donc, pour OnlyWatch, c'est un quantième perpétuel. Qu'est-ce que c'est? Alors, un quantième perpétuel, c'est une complication. Du coup, c'est une fonction horlogère. C'est une complication très compliquée, si je puis dire, qui n'a pas l'air compliquée d'ailleurs, puisque du coup, c'est en gros une montre qui te donne la date précise sans avoir besoin d'être réglée tous les mois ou tous les 4 ans notamment, parce que comme vous le savez, il y a les années bissextiles. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? mais c'est fou. Et du coup, en fait, c'est une montre qui est tout le temps à date, à l'heure, potentiellement, si tu la portes tous les jours et si tu la remontes tout le temps, pendant plusieurs centaines d'années. Mais ça doit être un casse-tête. Ouais, c'est un casse-tête monumental. Et en fait, toutes les marques horlogères se sont un peu cassées les dents à essayer de développer cette complication-là, parce que c'est le bordel et que c'est très compliqué. Et nous, on l'a fait en 2 ans pour OnlyWatch, un peu plus de 2 ans, 3 en fait. Et du coup, pouvoir porter ça aujourd'hui, ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Et alors, OnlyWatch, qu'est-ce que c'est aussi? OnlyWatch, c'est une vente aux enchères qui a lieu tous les 2 ans pour une œuvre caritative. Alors, c'est pour la recherche contre la dystrophie de Duchenne, et qui est organisée par Luc Pétavino. Et en fait, le but pour Luc, c'est de récupérer grosso modo des montres uniques faites par les manufactures, en fait par les grandes marques horlogères. Il y a Patek, il y avait Tudor, Audemars, enfin tu vois, il y a eu plein de belles enseignes. Donc tu t'es retrouvé mêlé à tout ça, toi? On s'est retrouvé effectivement mêlé à tout ça en 2021 pour la première fois, avec un chrono monopoussoir qu'on a vendu 50 000 euros. Et là, la deuxième fois, du coup, en 2024, parce qu'il y a eu un report de l'année 2023 à 2024. Et là, on a vendu le QP à 55 000 euros. Il y a une petite progression et on est très content. Mais ça a dû être un énorme succès de pouvoir réussir à placer Baltic entre Audemars Piguet, Patek Philippe. Il y a le succès pour les gens et en fait pour moi ça a été un gros en fait je suivais ça quand j'avais pas monté Baltic et c'était un peu alors c'était pas l'attente, tu vois, tous les 2 ans je me disais je veux voir ce qui se passe, mais tous les 2 ans je me disais putain c'est OnlyWatch, attends là il se passe un truc de ouf parce que toutes les marques vont sortir un truc que t'as jamais vu de ouf. Alors soit ça peut être des couleurs, auquel cas c'est peut-être un peu moins intéressant, mais des fois t'avais des projets uniques qui sortaient totalement du commun et du coup moi, je suivais ça de loin, et puis en montant Baltic, je me suis dit, je suivais ça, mais je me suis dit, mais un jour, non, c'est pas possible. Et au final, ça a fini par arriver. Et de prendre rétrospective sur la naissance de la marque, là où on en est aujourd'hui, le fait d'avoir suivi ça avant, même quand j'étais beaucoup plus jeune. Enfin, en tout cas, pour moi, je me suis pris une petite claque, tu vois, de satisfaction et de se dire, c'est dingue, au final, comment ça se fait qu'on en est là, quoi, tu vois, en espérant que ça continue, tu vois. On croise les doigts pour toi. Tu vous, les gars. Tu parlais du coup du quantième perpétuel. Qu'est-ce qui est pour toi, c'est une question qu'on pose toujours à nos invités, ta complication préférée, favorite? C'est ça. C'est celle-ci? Ouais. Ok. Ouais. Alors, c'est une complication qui est, je dirais que c'est une complication lente. Ça se voit pas. Ça n'a pas l'air compliqué.
C'est pas une complication show-off en tant que tel. Non, c'est pas show-off du tout. Moi, tu vois, j'ai jamais été tourbillon. J'ai toujours trouvé ça pas très chic. Sauf ceux que tu vois pas. Chez Là, Patek, pour le coup, en je l'occurrence. trouve que c'est très très chic. Mais tu sens qu'il y a eu... Bon, ça n'engage que moi, mais tu sens qu'il y a eu un jour un mec qui s'est dit putain, ça a de la gueule. Ça a l'air compliqué alors que, bon, au final, plus ou moins. En tout cas, ça a l'air très très compliqué et ça en jette et c'est bien show-off. Un jour, ils ont dû se dire bon, on va en faire et puis on va mettre un petit prix, une petite étiquette un peu corsée et on verra comment ça marche. Et ça a attiré les gens forcément, parce que forcément à l'œil, tu vois, instantanément, c'est waouh, t'en sais quoi ce truc là qui c'est partout, hypnotisant. c'est dingue. C'est complètement hypnotisant quand tu C'est vois complètement hypnotisant. Et du coup, moi, ça m'a jamais trop parlé. Surtout que c'est aujourd'hui concrètement une complication qui n'a plus trop d'utilité. Ouais, ça avait un intérêt à l'époque pour les montres de poche pour contrebalancer la gravité. Là aujourd'hui, on n'est pas plus précis avec un tourbillon qu'avec un mouvement un petit peu, mais quasiment pas à la hauteur en tout cas de... C'est à la marge. Après, tu sais, c'est pareil, tu vois, on parle de résonance, ce qui est censé être le même principe, alors sur d'autres concepts. Donc les deux balanciers qui vont tourner en même temps et avec résonance vont s'accorder l'un l'autre. Ça, au final, ça n'a jamais été vraiment prouvé. En fait, c'est plus du kiff horloger. C'est du kiff horloger, bien évidemment. Et puis, tu sais, il y a un peu de poésie, il y a un peu d'art, en fait, bien évidemment, derrière tout ça. Et en fait, je pense que dans l'esprit du créateur horloger, il faut aussi aller chercher ce truc-là, tu vois, chercher la poésie, chercher l'inconnu, tu vois, pour créer cette magie, un peu l'émotion que t'as sur une pièce. Enfin, vraiment, tu vois, moi, le tourbillon, ça me parle pas, mais je comprends que ça parle à... De toute façon, c'est les goûts et les couleurs, hein. C'est les goûts et les couleurs, clairement. Mais le quantième perpétuel, t'as un peu ce truc caché c'est extrêmement compliqué, mais ça se voit pas. Surtout toi qui vas vraiment savoir ce qui se passe derrière le rideau. Et toi, tu sais vraiment ce qui se passe, ce fut compliqué. Donc non, tu vois, c'est 130 pièces sur un mouvement, sur 1,8 mm d'épaisseur, sur une plaque qui fait 3,5 cm de diamètre, et c'est extrêmement complexe. T'as des pièces qui sont aussi fines qu'un cheveu, et si cette pièce-là, elle est mal réglée, ça ne marche pas. Et tout ça, en fait, tu le vois pas, mais effectivement, pour moi, c'est un petit peu la complication reine, tu vois. Mon Graal horloger, c'est une 3940 de Patek. Tu vois, j'ai toujours été hyper attiré par cette montre, parce qu'elle a un côté pur, simple, et en même temps, du coup, c'est effectivement très... Pas si simple que ça. Pas si simple que ça. Et voilà, tu vois, ça a toujours été un peu ce truc-là, mais il y a d'autres complications qui sont hyper intéressantes et qui parlent. Et puis maintenant, il y a le retour un peu, tu vois, des créateurs horlogers, des indépendants, où les mecs vont... je veux dire là... tourbillon, à côté de ça, en termes de créativité, c'est quasi zéro, quoi. Justement, si toi, il y avait une marque à acheter demain, qu'est-ce que ce serait ? Hors Baltique. T'as pas le droit de dire Baltique. Trop facile. Je sais plus, du coup. Il n'y a pas. Je ne connais pas trop en horlogerie, du coup, je ne saurais pas dire. Tu vois, j'ai toujours été un peu cyclique dans mes approches. Et puis maintenant, au final, j'ai une relation à l'horlogerie qui est beaucoup plus humaine, tu vois, que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune, où au final, je me renseignais, tu vois, par les canaux d'information classiques, quoi. Si je devais dire, tu vois, une marque dans nos prix, avec un mec qui me fait bien marrer, et deux mecs d'ailleurs qui me font bien marrer, et qui apportent quelque chose, je dirais Space One. Coucou à Théo et Guillaume. Salut les gars. Salut les gars. Parce que eux, tu vois, ils font pareil, ils font bouger un petit peu les codes là-dedans. Alors, c'est pas le truc le plus simple à porter, c'est niche, mais au final, je trouve qu'il se passe un truc. C'est osé à porter, hein. C'est osé à porter. Faut y aller, hein. Bien sûr. Mais c'est cool, tu vois. C'est différent. Mais c'est trop bien. Et la montre est chouette. Enfin, quand tu l'as au poignet, elle va hyper bien sur le poignet. Mortel. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et tu vois, maintenant, Guillaume, c'est un pote, Théo aussi. Les deux se sont d'ailleurs rencontrés dans le jardin qui est derrière vous. Donc, c'est quand même assez drôle, au final, de se dire que grâce à Baltic, il y a eu aussi... Space One qui est né, quoi. Sans prétention, mais... Non, mais sans prétention, bien évidemment. Parce que, tu vois, c'était une pure coïncidence pour eux de se rencontrer ici. Mais tu vois, c'est ça, moi, j'aime bien maintenant cette atmosphère un peu simple, tu vois, un peu repote, où finalement... c'est un peu le retour à la simplicité dans l'horlogerie où des fois, c'est devenu un petit peu compliqué, un petit peu trop parfois. Non, après, dans le kiff horloger pur, j'ai toujours aimé Patek. Et quand tu vas loin un petit peu, quand tu vas loin dans la finition, dans les complications, tu vois, il y a toujours un BNF qui reste particulier dans son approche. T'as envie de... En fait, c'est même plus des montres, et là, je dirais que c'est un autre sujet qui est encore vraiment... qui est quasiment des fois... qui peut aller beaucoup plus loin que l'horlogerie en termes de créativité, et qui du coup est
est souvent, peut être souvent quasiment plus intéressant, entre guillemets, parce que tu as plus de place, c'est les automates. Et du coup, MBNF joue un petit peu, tu vois, entre les deux. Fluctue un peu entre les deux. Entre l'art et un peu... Entre l'art, la mécanique, t'es même plus dans la montre, tu vois. T'es dans autre chose, un hybride qui est vraiment intéressant. Tu vois, je fais un crochet, mais quand tu vas au musée Patek et que tu vois le pistolet avec les deux petits oiseaux le petit oiseau qui sort, je sais pas si ça vous avez vu. Non, ça Jamais. Ça, c'est absolument incroyable. C'est un truc de fou. C'est quoi, c'est un vrai pistolet? C'est un pistolet en fait où tu as une détente et à un moment donc t'as un mécanisme. T'as un mécanisme et à un moment en fait c'est un coucou quoi au final. T'as l'oiseau qui sort. Le travail sur cette pièce là en termes de finition, de couleur, de peinture, parce que tout est peint à la main. Je crois que c'est de l'émail. C'est incroyable. Et c'est d'un réalisme, mais c'est fou. Vraiment, c'est fou. Et ça, c'est où t'as dit? Et ça, c'est au musée de Patek à Genève. Ouais, à faire. On va se le noter. On parle de design. Est-ce que toi, c'est quoi ton avis sur le design, un peu les trends de design qui vont arriver là dans les années à venir? On en parlait tout à l'heure. On parlait des montres qui se réduisent de plus en plus. Ouais. On est passé vraiment du 42 à du 40, voire du 38 maintenant pour pas mal de marques. Maintenant, faut penser à l'avenir. On va où? Alors, de ce que je perçois, bien évidemment, parce que je pense que ça dépend un peu de qui tu suis, ça dépend de tes sensibilités, etc. Mais je pense que, alors l'horlogerie féminine et masculine, alors maintenant il y a plus de marques, tu sais, qui mettent montre homme, montre femme. Donc les deux clairement viennent à se croiser de plus en plus. Donc les femmes portent des montres plus masculines et justement les hommes portent des montres plus féminines aussi. Ce qui est un croisement plutôt intéressant, je trouve. Les montres vont avoir, je pense. Cependant, juste par rapport à la taille, les tout petites tailles qu'il y avait à l'époque, elles sont pas encore trop revenues, j'ai l'impression. Ouais, à l'époque, il y avait vraiment du 22 mm, 24 mm, les montres secrets, et ça, c'est pas encore trop revenu. Mais en revanche, tu sais, au final, je pense vraiment qu'il y a une époque où tu avais vraiment les geeks, les mecs qui avaient aucune limite, qui pouvaient porter des montres comme ça. Je pense que maintenant, tu as vraiment cette envie aussi de porter pas la même montre que le voisin, de trouver, tu sais, de dénicher la pépite, le truc que personne connaît, etc., etc. Et du coup, ça peut aller plus loin, je pense. Et je pense que ça reviendra. On l'a vu sur la Crash, par exemple. Ouais, complètement, ouais. La Cartier Crash qui est portée qui à la base est justement plutôt destinée aux femmes et qui est portée par pas mal aujourd'hui d'hommes. Et puis même chez Cartier, tu vois beaucoup qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'égéries Cartier qui portent même des montres bracelets femmes ou des montres vraiment femmes avec de la joaillerie, avec beaucoup de joaillerie dessus. C'est ce que j'allais dire. Du coup, montre de forme, a priori. Alors montre de forme, spécifiquement, tout le monde ne fera pas les montres de forme, donc ce sera peut-être pas une trend générale, tu vois, mais en tout cas, plus d'originalité dans la forme. Il y aura plus de bijouterie, je pense. Il y aura plus matériaux de joaillerie, précieux, travail à la main. Matériaux précieux, éventuellement des pierres, et ça se voit depuis, tu vois, déjà quelques années au final. Tu as vraiment un retour. En fait, il y a vraiment un croisement entre horloge, joaillerie, gémologie aussi, tu vois. Il y a vraiment, tu vois, les trois qui viennent un petit peu se mélanger, qui n'étaient pas du tout. Enfin, avant, c'était... Les gens, ils voulaient porter des panerais, tu vois. Panerai. C'est un peu moins discret. C'est plus pareil. Du coup, on va, je pense, plutôt avoir tendance à avoir des montres qui vont diminuer en taille, qui vont un petit peu être de plus en plus bijoux, au final. Original. Donc, tu vois, peut-être un petit peu plus d'excentricité, tu vois, potentiellement. Et peut-être, tu vois, plus créatif. Alors, peut-être pas plus créatif, mais je pense que les bordures vont... les frontières de l'horloge traditionnel vont être un petit peu repoussées, tu vois, par ce genre de choses, tu vois. Avec de l'artisanat pur et dur. Ouais, on sera plus, tu vois, dans vraiment le truc montre habillée, montre de plongée. Je pense qu'il y aura plus que ça. Ça va un petit peu, tout va se confondre un petit peu. Et vous voyez partir dans quelque chose comme ça, éventuellement, avec Baltic ou... Alors, pas du tout. Ça doit être plus compliqué aussi de rester aussi dans exactement, ouais. Non, je pense qu'il faut être réaliste aussi. Nous, on a en ADN qu'on a monté ces 7 dernières années, et tu vois, qu'on a fait vivre, etc., correspondrait pas nécessairement à une montre de forme
avec, tu vois, des rubis, avec des saphirs, du pavé dessus. Quoique des fois, on s'est marré à faire des trucs, notamment avec des rubis et du pavé, justement. Mais c'est pour se marrer. La prochaine Omniwatch, ça. J'ai l'impression. C'est pour se marier, mais je sais pas si ça correspondrait à notre ADN. Donc, je serais pas en mesure de te dire dans 10 ans on fera pas ça parce que faut jamais dire jamais. Numéro 3. En revanche, je pense quand même qu'on aura, nous, notre ADN et on gardera ça, tu vois. On veut quand même, tu vois, si tu veux, faire des montres qui soient des montres du quotidien qu'on peut porter, des montres de sport aussi, parce que c'est mine de rien, en fait, ça que tu finis par porter le plus. Des montres avec lesquelles, tu vois, tu peux aller dans l'eau, tu te poses pas de questions. Ça, pour nous, c'est ce qui nous parle le plus encore aujourd'hui. En revanche, faire des pas de côté, faire des tests sur des trucs qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques, qui sont peut-être pas forcément là où on nous attendrait, ça, oui, clairement, on se permettra de le faire. On l'a déjà fait avec les Prismic cette année. On continuera à le faire cette année puisqu'on va faire des cadrans en pierre avec. L'ouverture du showroom à New York qu'on fait là au mois de juillet, on fera un grand opening entre guillemets en septembre. Et sur nos 3 showrooms, on fera une petite série limitée assez cool là-dessus. Donc on se permettra des trucs qui, tu vois, où les mecs il y a 5-6 ans, ils n'auraient jamais attendu dessus. Voilà. En revanche, est-ce qu'on ira là spécifiquement et on réorientera tout, tu vois, pour suivre une trend? Non, pas le ça. Étienne, on discute depuis tout à l'heure, mais on a des montres qui sont posées devant nous, on les a à peine regardées. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces montres sont là et ce que c'est? Eh ben écoute, on va faire en ordre chronologique. Donc là, la première, ce serait cette petite GMT, cette belle petite Rolex GMT 16750 du coup de 84. Okay. En fait, c'est la première vraie montre, disons, que j'ai achetée quand j'étais jeune. Alors j'avais vendu plusieurs montres pour acheter ça, j'avais pas d'économie, pas de sous à l'époque, donc je me suis séparé quelques pièces pour acheter ça, et c'était vraiment un peu la pièce qui me parlait le plus, qui me parle toujours beaucoup d'ailleurs. C'est vraiment pour moi une pièce que je garderai toute ma vie. Tu peux nous raconter l'histoire en fait derrière la Pepsi en fait. Écoute, c'est une montre GMT, donc c'est une montre qui indique 2 fuseaux horaires, et donc elle a été créée fin des années 50 pour Rolex. Et en fait, c'était un peu pour moi une montre de pilote, tu vois, qui reflétait un peu, si tu veux, ce que je voulais être à l'époque. Je voulais être pilote d'avion de ligne, donc c'était toujours cette montre-là qui me parlait le plus. Les 2 couleurs, il y avait un côté fun, il y avait un côté, tu vois, coloré, et en même temps c'est une Rolex, tu pouvais tout faire avec. Donc c'est vraiment ce truc là qui m'a toujours, tu vois, interpellé dans cette montre. Et en fait, en ayant cette montre au poignet, je me sentais beaucoup plus pilote que sans, quoi. Donc c'est toujours ça dans les montres, l'histoire. C'était une façon pour toi d'être pilote même en portant des lunettes. Exactement. Et en plus, du coup, tout à l'heure on en discutait, mais tu racontais aussi que c'était les histoires derrière la GMT étaient cool sur la monnaie d'échange possible si t'es bloqué dans un pays. En fait, la légende raconte, c'est Rolex au sens large, mais c'est aussi les GMT bien sûr, que quand t'es en galère dans un pays et que t'as plus de thunes, j'en sais rien, il s'avère que t'as plus rien dans tes poches, tu dois te barrer et prendre l'avion, et bah t'as toujours cette monnaie d'échange là, à savoir que tu viens avec ta Rolex, tu files ta Rolex au pilote. Et a priori, le mec te dira toujours j'ai un petit siège pour toi, monte. C'est ton boarding pass, quoi. C'est mon boarding pass à vie, donc j'espère pas devoir l'utiliser, tu vois, mais full platinum en GMT. C'est vrai que Rolex a vraiment eu cette connotation depuis toujours, entre guillemets, surtout en temps de guerre, que c'est vraiment une liquidité possible, et que effectivement, si tu as un souci, mais que tu as un lingot d'or ou potentiellement une Rolex au poignet, ça peut te permettre de sortir de certaines situations, parce que tu vas toujours la troquer contre du cash ou contre quelque chose. Ça a toujours été une marque méga puissante grâce à ça, grâce au fait que ce soit vraiment un produit liquide notamment, mais toutes les histoires à côté, tout ça, c'est un petit peu mis dans une espèce de cercle vertueux qui fait que c'est la marque qu'on connaît aujourd'hui, quoi, qui est sûrement une des marques les plus puissantes au monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plateau ? Écoute, je t'ai ramené un autre petit truc qui est sur la droite, qui est Chrono Tricompax du Tour Auto. Collaboration qu'on a fait avec Peter Auto, qui organise le Tour Auto, qui est une des plus grosses compétitions automobiles d'auto classique en France, qui est anciennement en fait le Tour de France automobile. Donc comme le Tour de France cycliste, grosso modo. Mais donc c'est une compétition qui date de 1899, qui en fait la compétition, la plus vieille compétition auto au monde.
Et aujourd'hui, donc, ça s'appelle le Tour Auto. Et en gros, c'est des autos qui datent de fin des années 40, début des années 50, jusqu'à la fin des années 70. Et en fait, grosso modo, le but... ça part toujours de Paris, en général, ça part du Grand Palais. La ville d'arrivée change selon les années. Le tracé, tous les ans, est un tracé différent. Et grosso modo, pendant 5 jours, tous les jours, tu as une étape de circuit. Et tous les jours, tu as entre 1 et 3 spéciales. Spéciales de rallye, donc sur route fermée. Donc c'est très éprouvant, en fait. C'est assez éprouvant. Et tu fais 2500 km mécaniquement parlant, et aussi pour les... Ouais, clairement, pour les mécaniques, c'est difficile. Et donc tu fais les 2500 km sur les 5 jours avec du circuit, des spéciales, mais aussi les liaisons. Les liaisons, c'est si tu vas de Paris à un autre circuit, tu dois faire de la route. Et donc tu as un roadbook qui te mène sur l'itinéraire qui a été choisi en amont par l'organisation. Et entre-temps, il peut se passer 1000 trucs, quoi. Donc là, cette année, on y a participé avec 2 autos et on avait une auto qui était aussi couleur de Baltique, une BMW M1 Procar, une auto absolument fantastique. Ça prend pas de place comme voiture, vraiment. C'est pas large. C'est discret comme tout. Faut aller chercher le pain le matin. Exactement. Et du coup, on y a pris part cette année. On a été donc chronométreur officiel et on le sera sur les 3 prochaines années. Et ouais, tu vois, ça a été l'occasion aussi pour nous de se plonger dedans. Si tu veux, on voulait pas juste le faire. Alors, on est passionné d'auto, donc forcément, tu vois, c'était un truc qui comptait beaucoup pour nous aussi de le faire. Alors, on en parle depuis des années, on suit ça depuis des années. Et le fait de le vivre et d'être dedans et de pouvoir être assis dans une case des années 70 pendant 5 jours, à taper 500 ou 600 km par jour, à faire du circuit avec des caisses qu'on fait Le Mans, des 904, des 906 pour Porsche, mais il y en a plein. Enfin, tu vois, il y a que des autos légendaires. Ça, je crois que c'est un des trucs les plus incroyables, c'est d'être sur une départementale, de rouler, et d'un coup, t'entends un bruit phénoménal qui t'arrive de derrière, et tu te fais passer par des voitures qui n'ont pas le droit de rouler sur la route, hein, littéralement, normalement, de la M1 Procar, par exemple. C'est fou, quoi. Ça passe. Mais le pire, c'est que tu vois, ces autos-là, elles ont fait Le Mans. En fait, tu vois, sur circuit, pareil, moi, des fois, je regardais dans le rétro, j'avais une 906 et une 906 qui est une caisse qui a fait Le Mans pour Porsche et une 904 en face. Et en fait, tu te dis, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Qu'est-ce que je fous là, en fait réveillez-moi, parce que je sais pas dans quel monde je suis. Et en fait, si tu veux, de pouvoir prendre part à ça et aussi de faire la compétition, tu vois, on a eu des galères, on a cassé une boîte, on s'est retourné dans une spéciale. À l'horizontale, hein, on est resté au sol. Tête à queue, quoi. Tête à queue, ouais. Et en fait, tout ça, tu vois, tu vis l'expérience aussi de ces vieilles caisses qui, justement, tu vois, qu'on se charme une odeur, qui font du bruit, ou, enfin, tu vois, t'as vraiment ce truc méga vivant, quoi. Et ça, je pense que c'est important de le ressentir pour pouvoir aussi transmettre, tu vois, ce que c'est cette expérience, de pouvoir la raconter et de pouvoir la raconter à travers nos montres, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est une montre qui, pour nous, compte beaucoup parce que elle vient vraiment faire le lien entre 2 passions qui sont des passions énormes pour nous. Et puis, accessoirement, bien évidemment, tu rencontres des gens géniaux, des gens qui ont des anecdotes de vie absolument incroyables. Enfin, tu vois, c'est... Est-ce que toi, justement, à travers ton Baltique, tu as rencontré des personnes, Ouais, tout à fait. Personnalités. Après, bien évidemment, l'horlogerie, elle évolue et nous, on fait partie aussi de l'horlogerie digitale. Donc, on n'a pas autant rencontré de gens que, tu vois, des marques qui sont là depuis des dizaines d'années où il y a eu un lien avec le client évident parce qu'il n'y avait pas encore Internet. Donc, bien évidemment, nous, c'est un petit peu différent, mais c'est sûr qu'au cours des 7 dernières années, on a fait des rencontres de ouf et en fait, un peu de la même manière qu'en e-watch, tu vois, on dit ne rencontrez jamais vos héros. Et ça me fait marrer parce que quand j'étais gamin, je lisais sur les forums les interviews de Jean-Claude Biver, tu vois. Je trouvais toujours lunaire, enfin, tu vois, un peu hyper poétique, tu vois, très philosophique dans son approche. Et j'ai toujours admiré sa capacité à raconter des histoires. Donc j'ai rencontré Pierre, son fils, dans la vie de Baltique et on a hyper bien matché. C'est un mec ultra cool qui a bien évidemment masse d'anecdotes à raconter, tu vois. On a passé de vraiment cool moments ensemble. Et un jour, tu vois, il m'invite à dîner avec son père. J'ai trouvé ça dingue. Tu vois, bien évidemment, après, tout ça devient beaucoup plus normal quand tu fais partie de l'industrie, entre guillemets, parce que ça reste que des gens normaux, bien sûr, tu vois. Mais le fait d'avoir, tu vois, rencontré quelqu'un que j'ai beaucoup idéalisé... c'est du rêve à la réalité, quoi. C'est un peu, waouh, qu'est-ce que je fous là, encore une fois. Et au final, voilà. Tu vois,
c'est les gens comme nous, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est vraiment... mais par rapport à moi quand j'avais 18 ans et à qui j'étais quand j'avais 18 ans, je me suis remis ça dans le contexte, je me suis dit putain c'est dingue, c'est fou. Trop bon. Et ben on va le prendre en compte pour les prochains podcasts, on essaiera de le rencontrer. Et ben je t'invite à le faire, clairement. Et ben on essaiera ça. Et est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous raconter, peut-être sur le showroom ici, sur des gens qui sont venus ou autres? Ouais, il y a des anecdotes assez drôles. Bon après, j'ai pas fait tous les rendez-vous ces 3 dernières années, mais ouais, on a eu des anecdotes assez drôles, des trucs un peu flippants de temps en temps, des trucs plutôt. De quel type? Flippant. Ouais, flippant. On a un mec qui est venu un jour avec un énorme revolver à la ceinture. Et On rappelle quand même qu'on est en plein centre de Paris, on n'est pas au Texas. Et en fait, du coup, donc il est arrivé dans le passage ici. Et forcément, donc, déjà tu le vois pas, tu vois, premier regard comme ça, tu balayes et tu le vois pas forcément. Et puis il arrive à la porte ici et en fait il avait, je sais pas, un magnum, tu vois, dans le holster à la ceinture. Et Bonjour, je m'appelle Derek. je crois que c'est Rémi, un de nos collaborateurs, qui faisait le rendez-vous. Et il a un peu flippé. Il s'est dit mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer? Le mec venait juste voir les montres et il était très tranquille et tu vois, très posé quoi. Mais genre énorme hallucination. Il monte là-haut, il y a un mec qui a un gun. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Il vient voir les montres ou ouais, il vient voir. Il vient voir les montres ou il veut partir? Il l'a dans la main, il l'a pointé vers toi ou comment ça se passe? Et non, et tout s'est très bien passé, mais c'est vrai que c'est pas commode quoi. Tu vois, Mais pourquoi? tu flippes un peu. Et ben on sait pas. Ok. Et, tu vois, on n'a T'as pas demandé? Non, on n'a pas demandé. On sait pas. Le gun était rangé. Toi qui sortais pas, on a fait comme si de rien n'était. On s'est Mais un dit, peu flippant, en espérant qu'il parte et que tout se passe. Personne n'a rien vu, tout va bien. Un petit café, du sucre. Pas de souci. Il devait avoir un permis. J'ose imaginer, mais ouais, ça c'était un peu. Mais cela ne nous regarde pas. Il est reparti avec une montre au moins? Il est reparti avec une montre. Il me semble, ouais. bon, bah Il voilà. a payé pour la Ouais, montre. tu vois, pas de souci quoi. Mais le flip quoi. Tu sais pas. Tu m'étonnes. Pas mal. Ouais. Mais on n'est pas tous venus, tu vois, en mode qu'est-ce que vous êtes sûr là, pourquoi ça? Non, Vous êtes sûr que c'est bien nécessaire? C'est le pas trop le canapé, hein, vous savez pas d'où il vient. Mais ça c'était marrant. Ouais, après tu vois, il y a eu des personnes connues qui sont venues ici, des personnes qui sont connues par rapport aux montres, tu vois, des politiques qui ont un passé avec ça, etc. C'est marrant. Et puis tu vois, des gens de notoriété publique, et c'est rigolo de les voir ici tout le temps. On sent qu'il va pas nous dire là. Ouais, des gens qui aiment les montres dans la politique, il y en a quelques-uns, mais Enfin, je dirais pas qui. il est avocat, Chaque- non? Non, je dirais pas plus, mais Tu peux nous dire, on est en confidence. Hein. en confidence. Ouais, personne ne verra. Dis, entre En confidence, vous devez le connaître, donc. Ah ok. Non, et voilà, bah, très cool. Mais c'est sympa de rencontrer en vrai des gens comme ça et de pas parler de sujets de politique ou autre, Ouais. et de pouvoir parler d'une passion commune. Ça doit être quand même toujours hyper cool. Non, mais tu vois, c'est un peu ça la leçon de ce milieu-là, c'est-à-dire que c'est un milieu passion avant tout, et en fait, les gens sont pas forcément là pour, tu vois, les gens sont là juste pour se faire plaisir et juste kiffer, tu vois. Donc c'est ça. Et la morale de l'histoire, c'est que c'est vraiment un produit fun sur lequel, tu vois, on a plein de discussions avec des gens intéressants. On partage une passion commune et c'est super sympa. Et tu vois, et je troquerais pour rien au monde mon métier aujourd'hui. Rien. Eh bien, Étienne, sur ces mots, je pense qu'on va pouvoir conclure le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici chez toi à Baltique. Merci à vous d'être venus. Et j'espère qu'on se recroisera très bientôt, mais ça, je n'en doute pas, que ce soit ici ou sur les circuits ou dans des voitures. J'en doute pas un seul instant. Passe une bonne fin de journée et puis à très vite. Merci Etienne. Merci.